Vous qui nous rejoignez pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons avec un retard en raison de la retransmission en direct du fleuve Congo, hôtel de la cérémonie des commémorations de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée officiellement chaque 3 mai. Les journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps de guerre d'agression rwandaise, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la journée mondiale de la liberté de la presse aujourd'hui à Kinshasa sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une occasion de reconnaître le mérite des professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Nous y reviendrons avec force et détail au cours de nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée dont voici les titres. Les érosions qui ont failli couper Kinshasa à la province du Congo central viennent d'être maîtrisées. Le génie de l'agence congolaise des grands travaux a réussi à maîtriser cette tête d'érosion à la sortie de Kinshasa au niveau de Kassangoulou. Les détails dans un instant. Au sommaire également, de l'eau va jaillir des robinets dans le village Lualaba Mupanja. Plus ou moins 50 000 ménages sont concernés par ces projets sociaux pilotés par l'Office national d'hydraulique rurale. Les détails à suivre également dans ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Je l'ai dit, les travaux de maîtrise d'une grande érosion créée sur la route nationale numéro 1 au niveau de l'entrée de la cité de Kassangoulou touchent petit à petit à leur fin. Présentement, le taux d'exécution des travaux est estimé à 90%. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, était sur le chantier et a reçu les informations sur l'évolution des 10 travaux. Regardez. Un mois après sa survenance, l'érosion apparue à la suite de la pluie diluvienne du 4 au 5 avril dernier à l'entrée de la cité Kassangoulou est stabilisée à 90% et les travaux se poursuivent. Accueillis sur le site par le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, ingénieur Nico Nzaounzaou, le ministre Alexis Guizaro a reçu les explications utiles de la mission de contrôle. Un important rechargement en gros éléments a été réalisé pour combler cet immense vide laissé par l'érosion. Pas moins de 1020 camions de 23 tonnes de matériel, chacun, ont été engloutis ici. La stabilité de l'ensemble étant en cours de consolidation, une technique de drainage des eaux au moyen d'une bâche a été utilisée et ça marche. C'est au cours de cette saison sèche qui s'annonce que sera construit un collecteur des eaux qui va le ramener jusqu'au point bas situé en contrebas de la pente. Actuellement, sur la route numéro 1, Kinshasa-Matadi, les traitements des érosions que l'on peut nullement ignorer consomment près de 13% de recettes mobilisées par la concession. C'est énorme et cela doit changer, notamment grâce à la prévention. La CGT prévoit déjà de commencer, lors de cette saison sèche, une reconnaissance à pied, mètre après mètre, de l'ensemble de la route de Kinshasa pour identifier les points névralgiques et déclencher des interventions qui seront moins coûteuses tant que les érosions ne se seraient pas encore manifestées. Sur son chemin de retour, le ministre a visité les chantiers de stabilisation de la route bypass qui a également subi une menace de coupure non loin de la rencontre avec l'avenue Lengesa, chantier à charge de l'office des routes. Un peu plus tôt dans la journée, il était allé voir dans la commune de Selembaou une autre menace de coupure de l'avenue ex-24 novembre. Toutes ces menaces de coupure de route sont la conséquence d'un mauvais drainage des eaux, notamment les bouchages des caniveaux ou encore des constructions sur des zones non édificantes. C'est à la fois pour nous une visite d'inspection, mais aussi l'occasion de sensibiliser tant la population, mais aussi les autorités qui délivrent des certificats, qui délivrent des autorisations de bâtir à des endroits où on ne devrait pas construire.
Eric Kabamba, infrastructure encore coupée en deux. La route bypass lors de la dernière pluie diluvienne dans son tronçon compris entre l'arrêt courant et les triangles du rond-point Ngaba. Les travaux de réhabilitation s'activent pour le retour du trafic dans cette voie d'intérêt économique. Par contre, la route de l'intendance générale de l'Unikil, elle, se trouve dans un état de délabrement. La population lance un SOS pour sa réhabilitation. On fait le point avec Iverson Kabwaba et Edi Chala. Un blackout qui a impacté plusieurs ménages avec des conséquences sur l'économie domestique. Coupée en deux, suite à la dernière pluie diluvienne, la route bypass dans son tronçon, compris entre le triangle, le rond-point Ngaba et l'arrêt courant, a été impraticable pendant près de 24 heures. Et très vite, en raison de son intérêt économique dans l'acheminement des produits agricoles, les travaux de réhabilitation ont été lancés pour le retour du trafic, à la grande satisfaction des habitants qui ont vécu un calvaire pendant si peu de temps. La rapidité, nous ne pouvons qu'être contents d'abord de la façon dont ils ont réagi rapidement pour venir en aide de ce côté-ci. Parce qu'il faut dire aussi, la route bypass est vraiment nécessaire pour aussi l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Et nous sommes très contents, mais nous serons encore beaucoup plus heureux si ces travaux continuaient. Nous avons besoin qu'on trouve quand même une sorte de canalisation pour amener de l'eau vers le bassin qui sont là en bas. Ça serait pour sécuriser à la fois la route bypass, mais aussi quelques habitants de ce coin. Pendant ce temps, la route principale de l'intendance pour accéder à l'université de Kinshasa, elle, reste impraticable. Constat fait par le député provincial élu de Lemba, Norbertine Matanda, qui est allé inspecter cette infrastructure routière. Ici, usagers comme transporteurs, tous s'accordent sur l'urgence dans la réhabilitation de cette route, malgré les multiples sonnettes d'alarme. Dans ses propos, Norbertine Matanda a promis de porter haut la voix de la population auprès des instances de la ville pour une solution dans un délai relativement court. Sachez aussi que le quartier Kanluka, dans la commune d'Engaliema, figure parmi les quartiers touchés par des inondations meurtrières des dernières pluies diluviennes. Le vice-ministre de la Justice a fait la ronde de quelques coins frappés par ces drames. Question pour lui de réconforter les familles des victimes. Images et commentaires. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 2 mai, provoquant d'importants dégâts dans plusieurs quartiers riverains, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, s'est rendu ce samedi 3 mai au quartier Kanluka pour constater l'ampleur des dégâts. Sur place, le vice-ministre a parcouru les zones sinistrées allant à la rencontre des familles touchées par les inondations. Il leur a adressé des messages d'encouragement et de réconfort, témoignant de la solidarité du gouvernement face à cette épreuve. C'était une visite de constat, mais aussi de réconfort qui m'a permis de transmettre aux riverains de la rivière Makelele du côté Kanluka, Selembao, Jamaïque, Kintambo et Bandal le message de compassion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui nous a demandé de réconforter sa population. En dehors de cela, j'ai eu une réunion avec les chefs de rue et les chefs de quartier. Nous puissions identifier sans oublier une seule victime. Il y a des endroits où on ne peut pas construire. Le gouvernement a pris dernièrement la décision de démolir les maisons qui se trouvent le long du fleuve Congo. Et à côté de cela, nous avons laissé notre modeste contribution à cette population. Au cours de sa visite, il a également échangé avec les chefs des rues afin d'intensifier la sensibilisation auprès de la population sur les mesures de prévention. Gestes concrets de soutien, le vice-ministre Samuel Mbemba a remis une enveloppe à chaque famille sinistrée pour les aider à faire face aux conséquences immédiates de la catastrophe. Autre chose, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a joué aux sapeurs-pompiers sur la crise qui a secoué quelques assemblées provinciales. Jacques Chabani a convoqué une réunion d'urgence à Kinshasa pour aplanir les différends entre les concernés. Regardez. Face aux tensions parfois constatées au sein de plusieurs institutions provinciales, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a intensifié ses efforts pour préserver la stabilité et la paix dans les provinces du Sankuru, de la Mongala, du Maniema et du Kasaï oriental.
Le vice-premier ministre Chabani a reçu les membres des bureaux des assemblées provinciales concernées dans le but d'aplanir les différends et prévenir les crises institutionnelles. La première délégation reçue fut celle de Maniema. Nous avons échangé avec l'autorité et aujourd'hui, il nous a encore rappelé, on a fini, on est arrivé à un consensus qui va garantir la paix et la sécurité et la stabilité aussi des institutions au niveau de notre province. Le vice-premier ministre Chabani a ensuite reçu le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Les membres du bureau ont résolu de collaborer de manière harmonieuse avec leur président. Ils se sont engagés à ce que toutes les initiatives au sein de l'Assemblée respectent le cadre légal et prennent en compte les impératifs sécuritaires. Excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur nous a demandé de rentrer chez nous au Sankourou et continuer avec les démarches en cours, mais tout en préservant bien évidemment la sécurité, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ici. Mais notre entretien n'empiète pas ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Dans le même esprit, les représentants des provinces de la Mongala et du Kasaï oriental ont été sensibilisés par le vice-premier ministre Chabani à l'importance cruciale de la stabilité institutionnelle. Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur nous a prodigué des sages conseils tenant compte de la situation sécuritaire du pays. Nous avions été conseillés de mettre un peu de l'eau sur nos verres et le président aussi a été utilement conseillé. Tout cela pour chercher la sécurité de notre pays que prend le chef de l'État. Cette initiative du vice-premier ministre Chabani s'inscrit dans une mission claire confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux de garantir l'équilibre institutionnel à l'échelle nationale. Ce travail intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, notamment en raison de l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable la proposition des DI fixant des mesures incitatives au profit des mutuelles de santé dans la ville de Kinshasa. Des précisions avec Blandine Wafingana. Initiée par le député Mahon Twene, élu de la circonscription électorale de Selembao, la proposition d'Edi fixant des mesures incitatives au profit des mutuelles de santé a été déclarée recevable au cours de la plénière de ce vendredi 2 mai, présidée par l'honorable Lévi Mbuta Sangopamba. Pour l'honorable Mahon Twene, cette proposition d'Edi vise à faciliter l'opérationnalisation des mutuelles de santé créées par la population quinoise et simultanément leur accorder des avantages et d'autres mesures incitatives pouvant permettre d'assurer leur mission d'intérêt général. Aussi a-t-il expliqué que de nombreuses personnes vivant à Kinshasa prennent des initiatives tendant à créer des mutuelles de santé, lesquelles consistent sur base de la solidarité à fournir des services relatifs à la santé et c'est contre le paiement d'une cotisation perçue auprès des membres. Nous savons tous que les soins de santé dans la ville de Kinshasa constituent un problème majeur où nous constatons beaucoup de cas de décès suite au manque de moyens adéquats pour une prise en charge assurée. Cette situation a poussé beaucoup de nos compatriotes à réfléchir et à se constituer en mutuelle de santé en vue de bénéficier tant soit peu de soins de qualité. Au cours de cette même plénière, le projet de calendrier de la Commission économique financière et des contrôles budgétaires relatif au contrôle des exécutions budgétaires de la ville-province de Kinshasa a été également adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Santé, le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamayemo vient d'être doté de 3 ambulances, dont de la coopération japonaise réceptionnée par le directeur général de cette formation médicale, nous dit Keren Kakolongo. Au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamayemo, le redressement se confirme. 3 nouvelles ambulances viennent d'être réceptionnées, s'ajoutant ainsi aux équipements déjà obtenus ce dernier mois. Une série d'efforts qui s'inscrit dans une volonté plus large de modernisation des infrastructures et d'amélioration de la qualité des soins. Pour les responsables du CHUR, il s'agit d'un véritable tournant pour cet établissement longtemps délaissé. Cet hôpital auquel on a donné ces 3 ambulances supplémentaires est opérationnel depuis le 2 décembre et accueille des malades. Et chaque jour qui passe, nous célébrons des malades qui arrivent très forts et qui repartent en bonne santé chez eux. L'une des choses que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de jouer notre rôle de hub des urgences de la ville de Kinshasa. Et donc, nous sommes censés
en train de préparer le lancement de notre système de gestion d'ambulance. Et dans ce cadre que notre partenaire, le Japon, nous a doté de 3 ambulances supplémentaires qui viennent s'ajouter sur les 7 qui existent et qui circulent déjà. Ces ambulances sont très spéciales. C'est pour le transport des vaccins. Ça nous projette dans notre activité de base qui est celle de l'hôpital hors les murs, ça veut dire l'hôpital préventif. Nous donnons la vie et nous sauvons des vies au quotidien. Nous invitons les Quinoises et les Quinois à venir se faire soigner ici et ceux qui sont en bonne santé de venir se rendre compte de la qualité des bâtiments, de la qualité des systèmes. Nous sommes l'hôpital le plus digitalisé du pays. Ce centre hospitalier, appelé autrefois Mama Yemo, a connu depuis les dernières années, sous l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un important changement tant au niveau des bâtiments que des conditions de traitement des patients. Une dynamique que le directeur général de cette structure médicale de l'État, Al Kitenge, entend poursuivre. Et puis cette messe des requiem en mémoire des volontaires secouristes de la Croix-Rouge, c'était tout récemment à la paroisse Saint-Joseph des Matongé. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des 15 jours d'activité qui précèdent la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Regardez. Il est de coutume, au sein de l'institution humanitaire Croix-Rouge RDC, de se souvenir de ces volontaires qui ont passé l'arme à gauche après avoir rendu des bons et loyaux services au sein de leur mouvement. Aussi, apporter secours jour et nuit aux communautés ou populations sans distinction, et cela sans contrepartie. L'officiant du jour a tiré son enseignement dans les livres de 2 Timothée 4, versets 6 jusqu'à 8, Ecclésiaste 3, 1 à 11. Il a exhorté l'assistance sur les différentes circonstances et les différents moments. Notamment, il y a un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, pour arracher, pour pleurer, pour rire et pour se lamenter. Le président Rouge Kinshasa, maître de cérémonie, donne la quintessence de cette messe. C'est chaque année que nous organisons une messe de requiem à l'intention de tous les volontaires qui nous ont quittés. Ils ont servi l'humanité, mais aujourd'hui ils ne sont plus avec nous. Nous devons implorer le Seigneur pour qu'il puisse retrouver aussi la paix auprès de notre Seigneur. Il a également saisi l'opportunité pour lancer un message particulier de la célébration de la Journée mondiale du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous avons une guerre qu'on nous a imposée par les ennemis de notre pays et il y a les volontaires aussi qui sont tombés dans cette partie du pays. Nous ne pouvons pas célébrer cette journée du 8 mai comme d'habitude. Le président national a pu changer la manière de célébrer cette journée. Nous allons célébrer cette journée sous la méditation. Nous serons au Palais du Peuple. Les autorités du pays nous ont accepté, ils ont accordé la salle au Palais du Peuple que nous allons commémorer cette journée-là. Signalons par ailleurs que les volontaires secouristes restent conformément à la mission de la Croix-Rouge qui est basée sur la prévention des maladies, l'amélioration de l'assistance aux vulnérables sans discrimination dans le strict respect des 7 principes fondamentaux qui les régissent, à savoir l'humanité, l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, le volontariat, l'unité et l'universalité. Direction la province du Lualaba présent, bientôt 50 000 ménages du village Lualaba-Mupanja seront desservis en eau potable. La chef des secteurs Louilou Betty Kiando vient de lancer les travaux d'adduction d'eau potable dans cette partie du territoire national pour une durée de 120 jours. Commentaire signé Everson Kabwaba. Dans peu de mois, plus de 50 000 ménages du village Mupanja seront desservis en eau potable. Décision prise par Betty Kiando Katoke, chef du secteur de Louilou. Ce vendredi 2 mai 2025 marque la pose de la première pierre de ces grands projets d'intérêt communautaire. Juste après, Betty Kiando a visité le centre de captage d'eau qui va alimenter la population de Mupanja. De là, la délégation s'est rendue au récipient de plus de 200 mètres cubes. Ici, la distribution d'eau potable se fera par gravité, explique l'ingénieur.
La pionnière Betty Kiando Katoke vient de résoudre un problème crucial de la population, celui d'accès à l'eau potable. Les éloges sont énormes à l'endroit de la chef des secteurs de Luilou. C'est un projet de captage d'eau sur le village Mopanja, là-bas. Nous allons capter de l'eau venant de la source là-bas, le faire monter jusqu'au niveau du tank. Notre réservoir est de 70 mètres cubes. Nous allons placer 2 moteurs puissants qui vont nous permettre de faire monter de l'eau jusqu'ici, au niveau du tank. Sans tambour battant, Betty Kiando assure et construit le développement de son entité, mettant ainsi fin aux cosmétiques vécus à l'époque. Tous les coins et recoins rayonnent, l'argent de la redevance minière fait réellement son travail dans divers domaines. Betty Kiando impose ainsi un modèle de gestion hors pair en suivant la ligne directrice tracée par l'exécutif provincial Fifi Masuka. La population s'est dit fière d'elle. D'une province à l'autre, dans le Haut-Touélé, le gouverneur de province, lui, vient de réitérer son engagement de transformer cette province selon la vision du chef de l'État. Jean Bakomito Gambo l'a dit lors de la commémoration de l'an 1 de son élection comme gouverneur. Damas Solé nous en dit un peu plus. 29 avril 2024, 29 avril 2025, voici un an, jour pour jour, depuis que l'Assemblée provinciale avait décidé de confier les destinées de la province du Haut-Touélé à Jean Bakomito Gambo en tant que 3e gouverneur de son histoire à l'issue d'un scrutin organisé par la CENI. La soirée commémorative de cette date se déroule sous la pelouse de l'espace civilo-militaire d'Issiro en présence de son colistier, le vice-gouverneur Christophe Daramatata, du président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba, de ministres provinciaux, de plusieurs notabilités et sous le regard enthousiaste d'une foule d'anonymes. Dans sa prise de parole, le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa détermination d'épouser des actions de développement durable dans tous les secteurs, selon la vision politique de son mentor, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion, le moine Nzambe, comme on l'appelle affectueusement, exprime toute sa gratitude à tous ceux qui ont concouru à son élection le 29 avril 2024. Merci, président de la République, chef de l'État, qui nous a fait confiance dans le cadre de notre famille politique, l'Union sacrée, en acceptant que nous puissions concourir à ces élections et à être élus. Mon vice-gouverneur, l'honorable Dara Matata, qui est là, et moi-même, notre ticket soit élu, soit choisi par les députés provinciaux. Merci aux députés provinciaux. Notre gratitude va aussi à la population du Haut-Touélé, remerciement à notre famille politique, l'Union sacrée. Cette soirée s'est terminée par un rafraîchissement et un repas partage à la grande satisfaction de tous. On reste dans le Haut-Touélé, mobiliser la population du territoire des Rungu à un élan de compassion envers nos compatriotes de l'Est, mais également pour lancer les travaux de construction d'une école primaire. C'est l'objectif de la descente de l'honorable Jacques Sagwa, député provincial du Haut-Touélé, dans les territoires des Rungu. On fait le point avec Nathalie Mboula. L'honorable Jacques Sangba Nekingbo, député provincial et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé, a été le week-end dernier, comme d'habitude d'ailleurs, dans ce fief électoral du territoire de Rungu, situé à près de 60 km d'Issiro sur la route provinciale 426. En la paroisse catholique Sacré-Cœur de Jésus de Rungu Centre, Jacques Sangba a sensibilisé sa base sur le l'élan de compassion envers nos frères et sœurs pris en otage par la rébellion à l'Est et sur le soutien à apporter au chef de l'État avant d'inviter le jeune à participer à la défense de la mère patrie. jeune nyonso oyo amoni ya kozala capable kopesa kombo territoire ya Rungu aussi ezala représenter. Profitant de cette occasion, en guise de remerciement à ses électeurs, le rapporteur adjoint de l'organe délibérant provincial a offert à la paroisse un kit complet des instruments musicaux modernes à la grande satisfaction d'Ikiri. Honorable, merci. En tant qu'acteur du développement et en collaboration avec la fondation qui porte son nom, l'honorable Jacques Sangba a lancé les travaux de construction de l'école primaire au groupement MAPA
dans la chefferie à Zanga. Enfin, il a bouclé sa descente dans son terroir par l'organisation de 2 matchs et des galas opposant des équipes vétérans d'Issiro à celles des Rungu, une activité récréative et des renforcements des liens qui se déroulent en présence du gouverneur Jean Bakoni Togambou, de passage vers le territoire de Nyangara voisin. Et dans le Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Butembo, 19 ex-combattants du mouvement d'action populaire Mai Mai seront démobilisés pour leur réinsertion et réintégration dans la communauté. Ils ont été présentés à l'antenne du PDDRCS Butembo, nous dit Peggy Mukunda. Ils sont au total 19 éléments Mai-Mai, dont 4 enfants du groupe dénommé Mouvement d'Action Populaire MAP du général autoproclamé Amici Taylor Emmanuel basé à Moussienene, c'est à territoire de Lubero. C'est le Eric Massinda, chef d'antenne du PDDRCS Lubero Butembo. Les adultes seront démobilisés et les 4 enfants seront dans des centres de rééducation. Il précise que ces ex-combattants se sont rendus avec 3 armes en feu, marque AK-47 et plusieurs autres effets militaires. Nous avons 4 enfants et 12 adultes. Et vous savez, par principe, le PDDRCS ne peut pas faire plus de 48 heures avec ses enfants. Donc d'ici là même, il y a les agences de protection pour les enfants qui viennent directement ici pour récupérer ces enfants et les amener dans leur... on appelle des agences de protection pour la face, pour leur réinsertion. Quant aux adultes, ils vont suivre le processus normal jusqu'à l'obtention de leur carte pour démobilisation. Le maire de Butembo, témoin de l'événement, le commissaire supérieur principal, Moa Baekite Roger, a remercié le commandant qui a accepté de remettre ces éléments dans la vie civile et demande aux autres de suivre cet exemple pour la paix. Et nous pensons que ceux qui traînent encore les pas, qui sont à Butembo ou à Lubero, qui puissent emboîter les pas de nos compatriotes qui viennent de faire ces gestes combien tant aimables. Le général autoproclamé Amici Taylor Emmanuel, qui a accompagné ces éléments, a promis sensibiliser pour que ceux qui veulent se rendre volontairement intègrent la vie normale et ceux qui veulent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo étant des Wazalendo de rester pour défendre l'intégrité du territoire national. Politique Didier Mazenga, autorité de référence du parti Lumumbiste unifié PALU, a sensibilisé hier dimanche à Kinshasa, dans la commune de Limete, les cadres et militants de cette formation politique sur le soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo pour la restauration de la paix. C'était au cours des élections des dirigeants à la base de la ville de Kinshasa. Regardez. Ils sont venus des 4 coins de la capitale, cadres militantes et militants du parti Lumumbiste unifié, PALU, formation politique de masse, chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fongi, c'est dimanche 4 mai 2025 au siège national, situé sur la 4e rue, Limete industrielle, pour non seulement choisir librement les dirigeants à tous les postes au niveau de la base, secrétariat provincial, section, cercle et cellules, mais aussi et surtout renouveler leur loyauté et leur soutien indéfectible au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux efforts diplomatiques menés par le gouvernement Judith Souminois face à l'agression rwandaise. Dolin Kachama, secrétaire permanent, porte-parole du parti et secrétaire général, chef du parti intérimaire, explique. À tout seigneur, tout honneur, je commence par rendre l'hommage le plus déférent à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, à qui le parti Lumumbiste unifié en ce jour voudrait réitérer sa profonde gratitude, sa loyauté, sa fidélité par rapport à tous les succès sur le front diplomatique qu'il est en train de glaner. Nous sommes réunis ici par rapport à la vision d'un homme. Cet homme s'appelle tout simplement Maître Didier Mazenga, l'homme de Kisalo Nantola Koutou Bananima. Depuis très longtemps, nous avons perdu les valeurs. Nous avons perdu nos meilleures habitudes de pouvoir nommer des chefs d'organes de base en lieu et place de les organiser en termes électoraux. Aujourd'hui, le chef du parti, l'autorité de référence, a préféré que nous revenions à nos valeurs traditionnelles et transcendantales qui ont toujours caractérisé le parti Lumumbiste unifié. Sur son chemin de retour
Venant de la cité de Bouma, Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et autorité de référence du Palou, a effectué une brève escale surprise à la permanence du Palou où il s'est rendu personnellement compte du bon déroulement de ces scrutins organisés de manière transparente et démocratique pour la toute première fois de l'histoire de ce parti. Question de rompre avec la vieille pratique des nominations par la haute hiérarchie du parti, des prosèques et autres chefs de section et de cellules. Un mot de sport dans ce journal avec du football, 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20, Égypte 2025. Les Léopards juniors de la RDC du sélectionneur Guy Boukassa défieront aujourd'hui lundi la République centrafricaine en match comptant de la deuxième journée du groupe C, nous dit José Lelo. En pleine confiance, depuis leur victoire début à 0 devant la Tunisie lors du stage des Tunises, Ferdinand Moukandila et ses partenaires ont infligé un véritable défi physique aux Ghanéens en respectant les principes de jeu de Guy Boukassa. Pressing haut, défense collective, efficacité offensive avec un travail qui débouche des ailes. Résultat, les Léopards juniors ouvrent le score dès la 16e minute de jeu. Mais Mouboundou de l'AC Amiens en France fait parler son génie en déposant un ballon subtil sur la tête de Samuel Tanda de Sampdoria en Italie, immense dans sa finition. À la foulée, 24e minute de jeu, le Ghana recolle à la RDC grâce à un but d'Aziz Moussibaou de Dream FC au Ghana. Un but partout à la pause. La seconde période sera bien gérée par les poulains de Guy Boukassa qui ont su faire preuve de résilience et de témérité dans le travail sans le ballon, repoussant les limites, empêchant les Ghana de prendre l'avantage. En un rien, près de 12 tentatives du Ghana. Rien ne changera au coup de sifflet final, un but partout. Un point important glané, car dans l'autre rencontre du groupe C, Sénégal et République centrafricaine se sont quittés dos à dos, un but partout. Prochain match des Léopards U20, lundi 5 mai à 16h de Kinshasa face à la République centrafricaine. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 5 mai 2025. Violation flagrante du cessez-le-feu par les rebelles Nord Kivu, le 1-23 AFC s'empare de Lunya Sengue. Que reste-t-il des pourparlers en cours à Doha et à Washington? S'interroge le potentiel. Les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de l'agglomération de Lunya Sengue située sous les rives du lac Albert dans le territoire de Lubero au Nord Kivu depuis le vendredi 2025. Selon plusieurs sources locales, les rebelles seraient partis de Kamandilak avant de lancer une attaque contre une position de la force navale des FARDC. Cette attaque a provoqué un déplacement massif de population vers les zones supposées plus sécurisées. La chute de Lunya Sengue fait peser une nouvelle menace sur le territoire de Béni. Dans un communiqué publié dimanche 4 mai 2025, le colonel Mac Azukai, porte-parole de l'armée au Grand Nord, dénonce une violation intentionnelle et flagrante du cessez-le-feu et de toutes les mesures arrêtées pour suivre les négociations en cours à Doha et à Washington. Comme si l'invasion militaire ne suffit plus, les terroristes rwandais inonderaient maintenant la RD Congo de fausses monnaies, alerte la référence plus. Dans l'est de la RDC occupée par le RDF 1-23, une nouvelle arme silencieuse émerge. Des billets de 500 et 1000 francs congolais apparaissent massivement à Goma et à Bukavu, zone sous contrôle rebelle. Le Rwanda instaure une économie de guerre sous perfusion de faux billets. Ce qui se passe est d'une extrême gravité, une invasion monétaire aussi brutale que militaire. Bukavu asphyxié par une crise économique sans précédent, annonce Mediacongo.net. La ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, traverse une crise économique aiguë qui étrangle son économie informelle, pilier de la subsistance pour les milliers de familles. Dans les marchés, les activités tournent au ralenti. La situation est exacerbée par la dépréciation du franc congolais, l'inflation galopante, la hausse des prix des produits de première nécessité et la raréfaction des clients.
Acculé par d'inédites sanctions internationales, Kagame capitule, constate le maximum. Dans le cas de l'accord rwando-congolais en gestation à Washington, la capitulation de Paul Kagame ne fait l'objet d'aucun doute. Elle intervient en l'absence de renégats congolais du 1-23 AFC qui lui servent de supplétifs et reste wanted en RDC, dans l'Union européenne et aux États-Unis, car personne n'entend laisser impunis les nombreux crimes de guerre et contre l'humanité qu'ils ont commis au nord et au sud Kivu. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à Jacques Kabouaba qui l'a coordonné. La partie technique a été assurée par Jerry Mawassi, André Djeka et Rodé Pandalon réalisé. Gauthier Kiassi et Blondine Mangwaou ont concouru à sa rédaction en leur nom. Je vous dis merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.